Quels sont les liens entre histoire industrielle et économie de guerre? Pour le savoir, nous vous proposons un voyage dans le temps pour découvrir ou redécouvrir ce qui permet à une nation de faire face aux enjeux qui se présentent à elle en temps de guerre. Et vous le verrez, le génie humain n'est jamais très loin. Alors, partons en voyage au début du XXe siècle avec Philippe Narassiguin pour évoquer cette période 14-18 d'une histoire de France où de grandes figures de l'industrie, en France, ont adapté et révolutionné l'industrie française. Vous allez le voir, c'est passionnant. Et oui, nous sommes heureux donc de vous retrouver pour cette 12e causerie, 12e partie 1 et 2 des causeries des grandes questions économiques contemporaines, avec une série consacrée, 2 épisodes, 2 parties, à l'économie de guerre et aux éléments d'histoire industrielle. Et nous retrouvons donc à cette occasion Philippe Narassiguin qui a choisi de vous parler de cette question de l'économie de guerre et de l'histoire industrielle. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors Philippe Narassiguin, pourquoi avoir choisi une thématique justement autour de la question de l'économie de guerre? Une économie de guerre, d'abord, c'est une nécessité de la définir. Quand on parle de la guerre, aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, mais ça a toujours été quelque part des sujets d'actualité, parce que dans le monde, je crois qu'il y a à peu près 200 conflits. Il y a des conflits dont on ne parle pas du tout d'ailleurs, puis des conflits peu médiatisés, des conflits surmédiatisés. Dont on parle plus, oui. Et donc, les pays, lorsque une guerre est déclarée, doivent faire face à des contraintes multiples. Et nous, les économistes, nous nous trouvons devant toujours la même contrainte, et je le dis notamment pour ceux qui font de la science économique, des jeunes économistes, n'oubliez pas de définir les fondamentaux qui structurent finalement un sujet. Là, on a pris comme sujet l'économie de guerre. Mais derrière ce sujet, n'oubliez pas que nous avons la science économique et l'analyse économique qui nous permettent de dérouler de façon cohérente les problématiques qui se posent à une économie de guerre. Et donc, en structurant un devoir, en structurant un sujet, on va rapidement voir les points fondamentaux et ceux qui le sont moins finalement. Il y a des aspects dans une économie de guerre psychologique, sociologique, etc. Mais ça, c'est, on va dire, relativement subjectif. Quelle est la psychologie des hommes qui se battent, ou qu'en est-il de la sociologie de la France à l'époque? Avec des données, on peut évidemment cerner les choses, mais il y a des côtés subjectifs. Tandis que là, en sciences économiques, on a la chance d'avoir, même à l'époque, on avait déjà des données qui nous permettent aujourd'hui de voir ce qui s'est vraiment passé en France, par exemple, parce que j'ai pris le cadre de la France. Et donc, effectivement, j'ai construit le sujet en 2 parties. Tout d'abord, la production, donc l'économie industrielle. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on réorganise un pays au niveau de son économie et de sa production, et notamment production industrielle, on va le voir pourquoi. Et puis deuxièmement, comment on finance une économie de guerre. Et on comprend pourquoi notre organisation nous a permis d'être parmi les vainqueurs finalement de cette guerre 1914-1918. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, ce sont ces aspects-là. Évidemment, Philippe Narassiguin, vous l'avez précisé, on peut faire un parallèle évidemment avec les événements actuels. Mais justement, c'est intéressant de replonger dans l'histoire. Et en fait, vous abordez cette question sur la question de l'histoire industrielle. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on pourrait dire et préciser ce qui caractérise une économie de guerre? Alors, ce qui caractérise une économie de guerre, ce sont des aspects multiples. Les économistes vont parler d'allocation des ressources, parce qu'effectivement, il faut choisir à ce moment-là. Il faut se dire, si on a des industries, à quoi on va affecter les industries? Et on va demander, on va obliger les industriels à produire différemment, et à produire, évidemment, des produits, des armes, dans ces usines qui fabriquent autre chose, en réalité, on va le voir par la suite. C'est ça qui est passionnant. On va donc contraindre les industriels avec des commandes que l'État passe à ce moment-là à ces industriels. Et heureusement qu'on avait, nous, ces industriels. Parce qu'effectivement, il y a un autre défi, c'est le défi entrepreneurial. Imaginez que la France n'ait pas d'industrie à l'époque, ou n'ait pas des hommes, on va le voir là aussi, capables de relever le défi technologique et industriel. À ce moment-là, nous aurions sans doute perdu la guerre. Après, il y a aussi d'autres défis, comme les défis liés à la désorganisation et comment il faut réorganiser cette économie de production. Parce qu'il faut toujours penser
à ceux qui ne vont pas à la guerre, les nourrir, les enfants, les femmes, les hommes âgés qui restent pour cultiver. On ne les mobilise pas à cette époque-là. Ils sont là, mais ils sont dans les champs, ils sont productifs. Oui, à cette époque-là, d'ailleurs, c'est une France rurale, et industrielle, au sens de la grande industrie. Voilà, au sens de la grande industrie. Et donc, c'est cette restructuration des ressources humaines, on dirait comme ça aujourd'hui, cette réorganisation des ressources humaines qui doit être faite avec, évidemment, un sens des proportions. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, envoyer des personnes de 50 ans à la guerre parce que ces personnes sont indispensables à l'agriculture. Nous sommes un pays agricole, il faut nourrir les gens. Donc vous voyez qu'un État doit faire face à de multiples défis dans cette économie de guerre qui se met en place dès l'année 1914. Et vous allez voir que ça se déroule très très vite finalement, qu'on est capable à l'époque de relever des défis qu'aujourd'hui, nous ne serions sans doute pas capables si on prend les conflits modernes. Est-ce que, d'un point de vue de la science économique, est-ce que c'est théorisé, cette question de l'économie de guerre? Est-ce qu'il y a de la littérature scientifique sur le sujet? Est-ce que... La science économique, oui. Il y a on va le voir d'ailleurs dans ce séminaire, dans ce webinaire, on va le voir. Il y a l'organisation. Donc à ce moment-là, on va voir un jeune génie français qui met en place la théorie des organisations qui a été théorisée par les Américains, par la suite, beaucoup plus tard. La révolution des organisations, par exemple. Donc la science économique est au cœur de toute problématique lorsqu'il s'agit de relever des défis. Sinon, la science économique n'aurait aucun sens. Elle ne serait pas vivante, elle n'aurait aucun sens. Et là aussi, deuxième partie, le financement. Le financement. Là, on est en plein dans les problèmes économiques. Quelqu'un qui ne peut pas se financer, à ce moment-là, perd la guerre. Alors justement, Philippe Narassiguin, rentrons dans le vif du sujet de cette première partie qui est consacrée à la réorganisation de la production. Donc là, vous en avez déjà, vous nous avez mis l'eau à la bouche, si je puis dire. Et alors, comment se réorganise cette production, la production en temps de guerre? Comment est-ce que cela s'organise? Alors, j'ai pris, pour illustrer le propos, j'ai pris 3 cas de figure, 3 exemples concrets de ce qui s'est passé en 1914-1918, parce que n'oubliez pas qu'il faut produire des armes et gagner la guerre. Et, bien sûr, à côté, les contraintes d'approvisionnement en termes de nourriture, d'équipement, de biens de consommation, de biens de nécessité même, de consommation courante, etc. Voilà, il faut que les gens vivent. Et donc, on va voir que l'armée française est à ce moment-là confrontée à des défis qu'il faut relever. Par exemple, le gouvernement va demander, plutôt l'armée française va demander aux autorités publiques, par exemple, 100 000 obus par jour. Et à l'époque, la production industrielle ne dépasse pas les 10 000 obus. Ça, c'est vraiment un point. 100 000 obus par jour. 100 000 obus par jour. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut à la fois revitaliser l'appareil industriel, stimuler la production, non seulement pour produire des armes, mais pour produire le matériel qui accompagne ces armes, c'est-à-dire, on parlerait aujourd'hui, en langage moderne, de la logistique. Si on prend, par exemple, le cas de Renault. L'usine Renault, heureusement qu'elle existe. Parce que si nous n'avions pas l'usine Renault à l'époque, et d'autres groupes qui déjà ont émergé au début, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, regardez les chiffres de l'usine Renault. En voiture, 1 400 000, ça veut dire, ou 1 500 000 quasiment. Ça veut dire que l'usine Renault, pour elle, elle était très tranquille, elle avait son marché, le marché des voitures commençait à bien se développer en France. On voit le nombre n'est pas négligeable. 1400, j'ai pas dit 1 million, 1484. Donc c'est un petit nombre, mais qui on vend à une élite, ou on dirait aujourd'hui une super élite, où on vend par exemple aussi au gouvernement, des voitures gouvernementales. Donc vous voyez que 1484, ce n'est pas négligeable. Donc on va demander à Renault de sacrifier le nombre de voitures produites. En 1918, 4 ans après, Renault ne produit plus que 553 voitures, mais on va demander à Renault de mettre le paquet, si je puis dire, sur la production de camions. Et cette production passe, sur le tableau vous le voyez, de 174 camions à 1793 camions en 1918. Multiplié par 10. Voilà. Les moteurs d'avion, 5000, alors que Renault ne produit pas de moteurs d'avion. Les obus, 0. Renault n'est pas un producteur d'obus militaires. 0 en 1914, 2 millions d'obus en 1918.
etc. Alors, excusez-moi, là, je voudrais juste vous poser une question, parce que du coup, ça interroge. Là, on voit donc une industrie, donc une usine Renault, une industrie donc de voitures au départ, qui est capable de se réorganiser. Ça veut dire qu'elle maîtrise l'ensemble des process. À l'époque, on n'avait pas d'organisation autour de sous-traitants, etc. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient toute la chaîne de production. Il faut maîtriser à ce moment-là la chaîne de production. Et ça, c'est intéressant. Je me demande si aujourd'hui, on pourrait, et d'ailleurs on l'a vu dans des défis récents, que nous n'étions pas capables de maîtriser des chaînes de production, ce qu'on appelle en langage moderne, on a vu assez longuement dans différents webinaires, la supply chain. D'accord ? Eux sont capables de le faire. Ça veut dire que les sous-traitants français existent néanmoins. Renault, comme d'autres entreprises que nous allons voir par la suite, peut compter sur ces sous-traitants qui peuvent eux aussi s'organiser, se réorganiser plus exactement. Oui. Voilà. Et dernier défi auquel on fait face en France, c'est que le personnel est masculin. Nous sommes en 1914. Les femmes qui travaillent chez Renault en 1914, 3,8% des effectifs. Ah vous vous rendez compte ? C'est très peu. Et en 1918, les femmes, c'est quasiment le tiers, 31,8%, 6% pardon, de l'effectif. Et entre-temps, vous allez voir que la superficie des usines Renault passe de 6 300 hectares à 22 500 hectares. C'est énorme. Donc vous voyez que vous avez là le premier cas de figure d'une entreprise à qui on a demandé de sacrifier ses objectifs initiaux pour d'autres objectifs qui s'imposent à ce moment-là, c'est-à-dire une guerre. Et elle est capable de le faire en très peu de temps. Et elle est capable de le faire en très peu de temps. Voilà. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. On va voir les autres entreprises. Alors, deuxième cas, le groupe Schneider. Le groupe Schneider, par exemple, c'est effectivement l'artillerie lourde, c'est l'acier, c'est les canons, les obus. Donc on avait encore les hauts fourneaux aussi à cette époque-là. Et d'ailleurs, il y a une petite faute là. J'ai mis, bien sûr, le téléspectateur comprendra que ce n'est pas 2014, c'est quand même 1914. Hein, donc on va l'écrire, 1914. Voilà. Et il y a deux marchés qui sont obtenus en août de 1914 et en octobre 1914 pour la fabrication du métal, des ceintures. 5 centres responsables qu'on a connus déjà des années 70. Ces centres existaient avant la désindustrialisation, le Creusot, le Havre, Paris, Bordeaux, le centre-midi, etc. Et on demande, dès le départ, vous insistiez sur, effectivement, vous releviez plutôt le point qu'on va très très vite. Une autre commande est présentée au groupe Schneider dès le 31 décembre 2014 pour la livraison d'1 500 000 obus. Donc ça veut dire que les 10 000 obus qu'on avait en production, il faudra les démultiplier par 5, 6 et puis 10 au fur et à mesure que la guerre gagne en intensité. Philippe Narassiguin, alors c'est vrai que c'était il y a un siècle, finalement, c'est pas si loin que ça, mais à l'époque, la France avait encore des mines, c'est-à-dire qu'on avait aussi des minerais. On avait des mines, on avait des mineurs. On avait des mineurs. On avait de l'énergie avec le charbon. Donc là, j'en ai pas parlé, mais il ne faut pas oublier aussi que l'énergie nous permet justement de faire tourner les usines. On a de l'hydroélectricité. Si vous regardez la France de 2023, début 2023, à la France de 1914-1918, aujourd'hui, une crise mineure, nous ne sommes pas capables de la relever, avec notre désindustrialisation importante, avec l'absence de développement énergétique, on l'a vu récemment, avec l'absence de sous-traitants et d'industries motrices, d'industries qui entraînent les autres, de grands groupes qui entraînent les autres, et notamment les sous-traitants. L'absence massive d'entreprises de taille intermédiaire. Vous avez vu le nombre de TI en France. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous ne serions pas capables de relever des chocs importants, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu des millions de morts. Dans cette guerre 14-18. C'était horrible, c'était une guerre. C'était horrible. Les démographes, par exemple, si vous faites un entretien avec un démographe, il vous parlera des conséquences désastreuses pour la France du point de vue de la démographie, qui a évidemment privé la France de millions de jeunes à l'époque, parce qu'il n'y a pas que les morts, il y a aussi les blessés. Et les blessés qui sont, il n'y avait pas la chirurgie moderne à l'époque, les gens qu'on ne peut pas réparer, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, le groupe Schneider,
Le groupe Schneider produit à la fois pour l'armée française et pour les Alliés. On le voit là sur le slide qui est là. Et lorsque les usines sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement, bien sûr, on importe des matières premières. Et là, par exemple, les Anglais produisent beaucoup de charbon, comme nous aussi nous produisons du charbon, mais on en a besoin. Ils produisent sans doute beaucoup plus que nous, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Angleterre a une avance industrielle, voilà, une avance industrielle importante. Et donc, on a des groupes, par exemple comme le groupe Schneider. Pourquoi j'ai pris le groupe Schneider? Parce que le groupe Schneider, c'est vraiment la logistique, c'est la production et la logistique, les deux en même temps. Et ça, c'est très important. Et il dispose d'un bureau des transports maritimes et il décide même de construire des centrales électriques, par exemple, production d'hydroélectricité par la suite à partir de 1917. Vous voyez que, en réalité, nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des personnes qui prennent des risques, qui existent dès la fin du 19e siècle et pratiquement tout au long de la première moitié du XXe siècle, parce que souvent on dit, oui, mais en 1914, il n'existait rien, nous n'étions qu'un pays agricole. Non. Nous étions déjà dans notre révolution industrielle à nous, qui avait été faite, bien sûr, qui avait été commencée par les Britanniques bien plus tôt, mais nous étions en pleine dynamique, en quelque sorte, industrielle. Et ça, il faut le relever. Ensuite, troisième grande figure de la guerre 14-18, c'est bien sûr André Citroën, qui lui va révolutionner la production d'obus avec des méthodes d'organisation qu'il importe des États-Unis. Donc il va aux États-Unis, c'est un ingénieur de l'école polytechnique et il est porté sur les technologies innovantes. Et on demande à André Citroën des choses incroyables pour l'époque, et même aujourd'hui, quelqu'un ne serait pas capable de le faire en 2 mois. On demande de faire une production d'obus rapidement, et en 2 mois, il est capable de mettre en place un atelier de 18 000 m². 18 hectares, donc. 18 hectares, et... ou 1,8 hectares. 1,8 hectares, pardon. Et l'ensemble de l'usine couvrira par la suite une superficie de 8 hectares. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose une figure qu'on doit retenir, parce que André Citroën est un avant-gardiste dans tous les domaines de l'organisation d'une entreprise. Bien sûr, l'organisation scientifique du travail qui révolutionne les méthodes de production aux États-Unis. Parce que quand on dit OST, il ne faut pas oublier que l'OST, c'est aussi la logistique. C'est produire de façon optimale, avoir des gains fantastiques de productivité. On augmente par ouvrier le volume de production, c'est ça la productivité finalement. Et on est capable de livrer aussi le matériel. Donc on maîtrise toute la chaîne, de la production jusqu'à la distribution aux clients. L'usine produit au départ 10 000 obus par jour, et puis sur l'ensemble de la guerre, André Citroën va livrer un total de 24 millions d'obus. Et donc c'est la standardisation du travail des ouvriers, c'est cette fameuse OST finalement, qui rend possible cet exploit. Et là où il va être très fort, c'est que cette usine est organisée de telle façon que le processus de production ne s'arrête pas jusqu'au produit fini. Donc vous voyez que... Donc là, il est très inspiré par les méthodes américaines. C'est toutes les méthodes américaines qui débarquent en France par l'intermédiaire d'un jeune polytechnicien qui va aux États-Unis, qui s'initie aux méthodes de management, mais de production, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est d'abord un ingénieur. Donc ce qui l'intéresse, ce sont les technologies. Et sans les ingénieurs, cette guerre n'aurait pas été gagnée, bien évidemment. Alors ça, c'est un exploit, mais au final, donc, les hommes sont à la guerre, les jeunes hommes sont à la guerre, donc on a là ensuite, il reste au niveau du capital humain, des hommes plus âgés et des femmes. Alors comment est-ce que ça se passe dans l'organisation sociale ? Là aussi, révolution d'André Citroën dans l'organisation sociale, la dimension sociale du management, si on peut dire. C'est qu'il est le premier à offrir aux ouvriers, aujourd'hui on dirait, un espace de travail agréable. On parle de qualité de vie au travail de nos jours. En fait, on reprend tout ce qui a été fait au début 20e. On n'a pas changé, sauf qu'aujourd'hui on fait beaucoup de com', mais pas beaucoup de choses concrètes. Si on dit à quelqu'un aujourd'hui, il relève le défi de faire une guerre et gagne là en 2 mois, met en place une usine en 2 mois,
je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de le faire en 2 mois. Ou met 10 hôpitaux tous les 2 mois en place, et alors qu'on est classé parmi les pays qui sont développés, mais on communique beaucoup, mais peu de contenu concret. Oui, c'est-à-dire qu'on a un petit peu délégué toute cette partie production, industrialisation à l'extérieur, pensant que finalement, nous n'aurions pas à affronter des chocs de ce type-là. Non, mais ça c'est l'idéologie qui nous a conduit à des échecs fondamentaux, mais bon, on n'est pas là pour parler de toutes les mauvaises décisions qui ont été prises. Et cette usine, n'oubliez pas qu'elle emploie 12 000 ouvriers, 4 000 vestiaires individuels, 1 300 lavabos, là on voit l'infirmerie, la pouponnière pour les enfants, un cabinet dentaire ultra moderne d'ailleurs, hein, selon les données historiques. Il importe là aussi des méthodes venues des États-Unis, des cabinets dentaires ultra modernes qu'ils connaissent là-bas, des crèches bien sûr, une crèche. Et oui, parce que du coup, les gens vivent sur place quasiment, et ce sont des femmes en plus, les femmes. Ce sont des femmes, sont des femmes, beaucoup de femmes, cantines de 3 500 couverts. Donc les enfants sont gardés sur place. Donc il a compris quoi? Il a compris qu'au fond, la productivité, c'était pas seulement l'OST. Voire même ça a été très controversé par la suite. Non mais attendez, la controverse, j'en tiens pas compte. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quand on parle de controverse, je vais faire le point là-dessus quand même. Quand on parle de controverse, on prend les données de notre époque, l'organisation de notre époque, pour juger une organisation du siècle précédent. C'est ça. Donc on a tout faux. Et sans ces hommes-là, on n'aurait pas pu relever les défis des chocs. Absolument. Donc c'est bien. Donc si vous voulez, il faut bien le préciser, parce qu'à chaque fois, on juge telle période donnée, historique, datée dans l'histoire, en disant « Ah bah oui, mais finalement… mais vous savez comme moi que le terrorisme est connoté négativement de nos jours. Oui, de nos jours. Mais à l'époque, c'est une révolution de la productivité, des méthodes d'organisation, de la façon de travailler, et puis il y a l'amélioration aussi des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on est vraiment… Parce qu'après, justement, lui, il applique à la fois… Et ces méthodes-là sont déjà en place aux États-Unis, ce qu'on oublie de dire. Vous voyez que le problème, c'est quoi? C'est qu'on a une idéologie qui ne regarde qu'un côté des choses, et l'autre côté l'autre aspect des choses est mis de côté, pardon. Là, on a aussi la dimension sociale qui apparaît, mais ça, on n'en parle jamais. Oui, c'est très… on n'en parle jamais, on ne dit pas que l'OST, si vous voulez avoir des ouvriers non, mais il y a les deux parties, il y a l'OST et la prise en compte de la dimension sociale. Mais les deux étaient liés, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc, si vous voulez, quand vous interprétez l'histoire, vous pouvez toujours ne pas retenir ce que vous voulez, hein, et puis après dire ça. Et de ce point de vue-là, il s'est certainement aussi inspiré des Américains sur cette partie, l'école des relations humaines notamment. Tout à fait. On ne peut pas, les Américains ont compris qu'on ne peut pas être au top si produire en flux tendu, hein, parce que c'est ça en fait, hein, en flux tendu, avec une organisation optimale, si d'un autre côté on n'a pas du bien-être au travail. Et on n'a pas innové socialement. Donc ce sont les premiers qui font de l'innovation sociale dans des termes extrêmement modernes. D'ailleurs aujourd'hui, combien d'usines de 12 000 ouvriers on a en France, là, dans notre France moderne? Il n'y en a pas beaucoup. Il faut réfléchir à ça. Je ne saurais pas vous répondre. Voilà, mais je veux dire, voilà, quand on parle de réindustrialisation de la France, etc., je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Donc un avant-gardiste, finalement, des deux côtés, dans l'organisation scientifique du travail, et aussi sur le côté du social et des relations humaines. Mais c'est un tout, de toute façon, on ne peut pas… Voilà, l'être humain, effectivement, le capital humain, dont vous aimez tant parler, donc ce fameux capital humain, avec quand même quelque chose de nouveau, c'est la participation des femmes dans l'entreprise. Alors justement, juste un point pour continuer avant de parler du capital humain, des commandes de l'État. D'abord, il faut bien comprendre à travers les différentes fresques qu'on a dressées, c'est qu'on a des hommes qui sont de vrais entrepreneurs. On a une vraie économie industrielle. Et ces commandes ne sont possibles que parce que ces hommes existent. Et nous sommes capables aussi de produire une grande diversité d'armes. Si on prend l'histoire de la guerre, les firmes françaises font face à des géants à l'époque. Ce sont des entreprises allemandes qui ont déjà rattrapé les Anglais. Parce que, bon là je ne vais pas revenir en histoire économique, mais en histoire économique, il y a justement… parce que, contrairement à ce qu'on croit, les Allemands n'étaient pas une nation d'ingénieurs en fait. Et Litz, l'économiste Litz, Frédéric Litz, se plaint
de l'absence d'ingénieurs en France, en Allemagne. Il dit qu'il faut absolument imiter la Grande-Bretagne parce qu'il faut devenir une nation d'ingénieurs. Ils le sont déjà devenus, en fait, au XIXe siècle. Et les firmes françaises doivent faire face à des entreprises allemandes, par exemple comme Krupp. Les Allemands, c'est les Konzerne, les grands conglomérats allemands, et qui produit le fameux canon qu'on appelle la Grosse Bertha, dont tout le monde a entendu parler, mais qui tire déjà à 120 km. C'est une terreur. Quand on tire à 120 km, canon capable de tirer à 120 km, c'était ce qui faisait, c'était le plus moderne en fait à l'époque. C'était l'avant-garde en quelque sorte. Et ça terrorisait les troupes, littéralement. Donc, nous, on est capable de faire face à tous ces groupes allemands qui, eux aussi, bien sûr, existent. Donc avec une industrie qui était déjà extrêmement, effectivement, puissante. Voilà. Et dernier point qu'on aborde peu généralement, mais il faut l'aborder, c'est la réorganisation du capital humain en temps de guerre. Et là, on voit que en 1914, 25% de la main-d'œuvre industrielle est mobilisée, donc on enlève cette main-d'œuvre industrielle des usines, parce qu'il faut qu'elles fassent la guerre. Ce sont des hommes qui sont jeunes, et il faut alors faire appel à une autre catégorie de population. Vous avez d'abord les pays européens neutres, comme les Espagnols, les Portugais, les Grecs, qui sont neutres. Et puis vous avez aussi une population qui vient des colonies. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au début de l'année 1918, donc quasiment à la fin de la guerre, les femmes vont représenter un tiers de l'effectif industriel en France. Et ça a été une révolution. Oui. Parce que ça a été vraiment l'arrivée des femmes dans le monde du travail. Oui. Mais qu'est lié finalement à cet événement Et ça, on le sait peu, parce qu'on dit, ah oui, les femmes sont entrées dans le monde du travail industriel en 1960 ou en 1970. Non, non, c'est faux. Les femmes sont rentrées massivement dans le monde du travail, et en plus, dans ce qui était dur, l'industrie, dans les années 14-18. Par exemple, les femmes chez Renault, on l'a vu, 30% du total, un petit peu plus de 30%, on l'a vu tout à l'heure. Chez Citroën, c'est quand même 55% des effectifs, 55% sont des femmes. Et donc, ces apports, je l'ai dit, sont essentiels parce qu'ils permettent de combler la pénurie de main-d'œuvre, combler totalement cette pénurie. Et puis, bien sûr, on assiste à un véritable redéploiement du capital humain. Capital humain qui va à la guerre, capital humain qui reste sur place mais qui travaille dans les champs, capital humain, les femmes, qui occupent, bien sûr, des postes qui sont laissés vacants par les hommes. Voilà un petit peu la fresque qu'on peut dresser sur toute cette période 14-18. Et c'est pour ça que les éléments d'histoire industrielle nous sont importants. Alors, c'est effectivement très important. Là, on découvre effectivement, quelque part... J'imagine qu'à ce moment-là, il y a eu quelque part, les femmes n'ont pas eu le choix que d'aller travailler, parce qu'il fallait bien qu'elles fassent vivre les foyers financièrement, parce que j'imagine que la réalité, c'est que ça a été sous contrainte, comme que tout ça s'est fait. Oui. Mais on a relevé le défi de la féminisation. La féminisation et peut-être même du mouvement aussi qui avait été amorcé au 19e siècle, féministe. Oui, tout à fait. Donc du coup, on a eu d'ailleurs une émission très intéressante sur l'histoire du féminisme. Donc c'est à regarder dans les causeries et bien proposé par... alors qu'est-ce qu'on peut dire par l'Université numérique de La Réunion? Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette première partie consacrée donc à la question de l'économie de guerre donc. Conclusion de la première partie, premier point bien sûr, revenir toujours aux fondamentaux, parce que dans une économie de guerre, on peut parler de tout et de n'importe quoi. On le voit d'ailleurs, dans les médias, on parle de ceci, de cela, et souvent on oublie l'essentiel. Une économie de guerre, c'est une restructuration de la production. Ce sont des entreprises industrielles. Ce sont des entrepreneurs industriels qui émergent à ce moment-là, et qu'il faut laisser émerger. On a besoin d'eux. C'est une économie de guerre, c'est aussi pouvoir répondre aux besoins de la quotidienneté, la nourriture, les biens de consommation courante, les biens d'équipement courant, etc. Ça, c'est très important. Une économie de guerre, c'est aussi pouvoir gérer des pénuries. Par exemple, quand on est en pénurie de charbon, le groupe Schneider importe du charbon de Grande-Bretagne.
tout ça, ça fait l'économie de guerre. Sans tous ces éléments-là vont vraiment nous permettre de gagner la guerre, en fait. Voilà. Sinon, on parle d'économie de guerre dans l'abstrait, mais pas dans le concret. Par exemple, malheureusement, une économie de guerre, c'est aussi une économie où il y a aussi de la spéculation, du marché noir, tout ça. Mais c'est aussi de l'économie. Spéculation, oui, marché noir, ça fait partie de l'économie. Et ça, l'État doit pouvoir résoudre ces questions. C'est aussi les rationnements. Ce sont aussi les rationnements. Donc, vous voyez que tous ces éléments sont des éléments vraiment importants qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir mettre en place, qu'il faut savoir développer lorsqu'on est dans une économie de guerre. Voilà. Eh bien, merci Philippe Narassiguin. Donc, nous allons clore cette première partie passionnante sur l'histoire industrielle et donc la période de 1914-1918. Qu'est-ce qu'une économie de guerre? Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour une deuxième partie à très bientôt pour cette deuxième partie qui sera consacrée au financement de l'économie de guerre.